2007, et nous titrons en une Chirac 30 ans de nuisance. Je crois que vous ajouteriez peut-être 40 ans de nuisance, Bernard. Mais je crois que, enfin, il a, voyons-le, si je me rappelle bien, dans l'Express du 31 mai 1991, c'est-à-dire au moment où le Parti communiste ne s'était pas encore tout à fait écroulé en Union soviétique. Il avait, à des fins électorales, donné à l'Express une interview très largement économique et qu'on qualifierait aujourd'hui d'ultralibérale. Et peut-être pour se faire pardonner de ses véritables patrons, l'interview en question, il l'accompagnait d'un encadré sur toute la hauteur de la page, avec sa photo en pied à côté, et en bas son paraphe, sa signature en cursive. Bon, et puis l'encadré s'intitulait Les convictions de ma jeunesse. Oui. Et l'encadré commençait par ces mots: les convictions de ma jeunesse sont toujours présentes. Enfin, il y avait deux ou trois adjectifs affinés, je ne sais quoi, par l'expérience, mais toujours là. Et ces convictions de sa jeunesse sont des convictions objectivement marxistes et tiers-mondistes. Il faut bien savoir qu'il a été membre des étudiants communistes et un garçon qui est de la même génération que lui, Michel Rocard, qui était socialiste à l'époque et fréquentait en même temps que lui la faculté de droit du Panthéon, la seule à l'époque. Michel Rocard disait: il passe son temps à nous emmerder, il harcèle les socialistes pour leur imposer le point de vue du parti. Les socialistes, qu'il faut le dire à l'époque, étaient très atlantistes. Ils étaient atlantistes, tout à fait. Voilà. Alors, donc, c'est quand même une dimension que l'on connaît mal, parce que tout le monde sait bien qu'il a distribué l'humanité, ça c'est une figure, mais on a pris ça comme je dirais, une erreur de jeunesse, comme une passion. Effectivement, on a laissé courir ce bruit. Or, ce n'est pas dans votre analyse, Bernard Cabagne, une erreur de jeunesse. C'est continuellement et régulièrement que Jacques Chirac a trahi. Je n'ai rencontré Jacques Chirac qu'une fois dans son bureau. Alors qu'il venait d'arriver à la mairie de Paris, sauf il venait d'être élu maire de Paris. 77 donc. Oui, c'était même juste après son élection comme maire de Paris. Pierre Bas m'avait ménagé une entrevue avec lui. Nous étions tout à fait en plein, encore dans le conflit du Parisien. Oui. Et par conséquent, il y avait conflit d'ailleurs. Émilien Amaury avait été assassiné, c'était donc en 77. Émilien Amaury était assassiné le 2 janvier 77. Alors nous reviendrons tout à l'heure sur l'événement, c'est très important. Et alors, en principe, Pierre Bas me laissait entendre que le nouveau maire de Paris supportait sa fille. Il y avait une sorte de lutte pour l'héritage entre sa fille qui disposait d'un testament en sa faveur et son fils qui est devenu directeur du Parisien par la suite, parce que le partage s'est fait de la façon suivante. Les hebdomadaires du groupe ont été donnés à mademoiselle Francine Amaury et les quotidiens du groupe, dont le Parisien et l'Équipe, ont été attribués à son fils Philippe, qui est malheureusement mort depuis 2 ans. D'une longue maladie. Alors, son père était mort beaucoup plus brutalement. Oui, mais nous y reviendrons, ça c'est très important. Nous y reviendrons. Alors, Jacques Chirac, donc, me rencontre et me reçoit dans son vaste bureau, et j'ai tout de suite vu qu'en réalité, il n'était pas de notre bord du tout. Il n'était pas question pour lui de soutenir le monopole du livre CGT. Voilà. Nous avions tort de le mettre à mal, parce que nous étions en train de le mettre à mal à ce moment-là. Bien sûr. Le monopole du parti s'effondrait, les gens déchiraient leurs cartes du parti, s'imaginaient qu'ils allaient pouvoir adhérer aux autres syndicats, ce qui avait toujours été refusé depuis la guerre. Depuis la prétendue libération, qui dans l'ordre de la presse quotidienne parisienne n'avait jamais eu lieu. Et alors, je me suis tout de suite aperçu qu'il était contre nous, mais il n'était intéressé qu'à une chose, c'est à contacter Francine pour partager avec elle le trésor de guerre de son père. Ah oui. Oui, il y a cette double facette, c'est-à-dire que c'est un homme qui joue toujours l'extrême gauche communiste, qui joue les communistes, mais qui a toujours une grande fascination pour les pactoles qu'il peut... Il ne
perd jamais de vue ce qui peut soutenir une campagne. D'ailleurs, Voilà. il a été le plus expert à exploiter le filon créé par le Parti communiste pour le financement des partis dans l'après-guerre Oui. et même dans l'avant-guerre, qui consistait à créer des bureaux d'études pour faire de fausses factures et obtenir que les commandes des collectivités locales contrôlées par le Parti communiste aillent à des sociétés du parti ou à des sociétés qui crachaient au bassinet du parti. Donc Urbac, Graco, tout ça, inventé ça, ensuite par les socialistes, oui. est une imitation du modèle communiste. Mais c'est quand tout le monde a pu constater pendant 25 ans que Le rendement de modèle l'opération communiste fonctionnait sans que personne n'y trouva à redire, que chacun s'est mis à sortir ses bureaux d'études. Y compris à droite, Ces bien fausses entendu. factures, Y compris à droite. Oui, alors, et le plus habile à se servir du système a certainement été Jacques Chirac. Ah oui. Remarquez que le Parti communiste n'a jamais été poursuivi. Alors que même dans l'affaire des lycées parisiens récemment, Oui. où le président gaulliste du conseil régional, Michel Giraud, la distribution était faite entre deux grands partis qui redistribuaient à deux petits partis. Et les deux grands partis étaient le Parti socialiste et le Rassemblement gaulliste, et lesquels le Rassemblement gaulliste redistribuait aux partis des giscardiens pour son compte, et le Parti socialiste redistribuant pour une part au Parti communiste. Alors tout le monde a été mis dans le coup, tous les trésoriers, mais pas les communistes. Alors Bernard Cabannes, revenons, vous êtes en 77, vous êtes dans le bureau de Jacques Chirac qui vient d'être élu à la mairie. Vous venez nous dire sa convoitise pour le trésor de guerre du Parisien, qui en déduit ça. Qui en déduisait. Il voulait absolument ne pas négocier avec moi, mais négocier avec Francine. Voilà, parce qu'il savait... Moi, je ne disposais pas du trésor de guerre, et j'ai tout de suite compris que c'était encore une fois... j'ai tout de suite compris qu'il était hostile à notre cause, mais qu'il était favorable à coopérer dans le partage du trésor de guerre avec lequel Amaury avait défendu son groupe de 80 sociétés contre le monopole communiste du livre. Voilà. Hostile à votre cause, c'est-à-dire un journal populaire, un groupe de presse populaire, anticommuniste. Je définirais le Parisien. Alors, le groupe comportait 80 sociétés. Mais le Parisien lui-même était défini par le secrétaire du département international du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Boris Ponomarev. Ponomarev, oui. Qui enjoignait au PC et aux détachements étrangers en France de supprimer le journal bourgeois lu par la classe ouvrière. C'était exactement la définition du Parisien. Alors, il y a cependant une objection que je vous ferai, ou plutôt une remarque, c'est qu'en 77, le programme commun est en train de voler en éclats. C'est Monsieur Marché revient de Corse et il a dit à Liliane, faites tes valises. Et à ce moment-là, Chirac, alors même que l'Union de la gauche vole en éclats, Chirac continue de soutenir justement le Parti communiste. À l'époque, l'Union de la gauche vole en éclats parce que Moscou préfère Giscard. Ah oui. Moscou préfère à l'Élysée Valéry Giscard d'Estaing. D'une part parce qu'il est affaibli par la perte du soutien de Jacques Chirac, donc il n'est plus dangereux, il est plus dépendant encore, mais le Parti communiste, l'Union soviétique a toujours été pour Valéry Giscard d'Estaing depuis la mort de Georges Pompidou, parce que considéré par lui comme le seul homme politique français à qui l'on pouvait imposer le rassemblement, le regroupement familial autour des Algériens de France. Or ça, c'était très important pour l'Union soviétique parce qu'à l'époque, l'Union soviétique avait deux politiques qui toutes les deux exigeaient une immigration africaine et notamment algérienne en France. Et l'Algérie étant un des points d'appui de l'Union soviétique. Alors la République algérienne démocratique et populaire était devenue, avec l'avènement du colonel Ouari Boumedienne, était devenue un satellite de l'Union soviétique. L'Algérie avait renversé Ben Bella, qui était entouré d'agents français à ses yeux, ce qui n'était pas inexact d'ailleurs, j'en connais au moins deux.
Et bref, Hervé Bourges était l'un d'eux, pour ne citer que lui. Et Ben Bella devait donc disparaître pour permettre à la marine soviétique de s'installer à Mersey-Kébir et pour permettre à l'Allemagne de l'Est de tirer parti de son travail auprès de ce qui était devenu l'armée nationale populaire algérienne. C'était le nom même de l'armée de l'Allemagne démocratique, de la République démocratique allemande. Armée nationale populaire, Nationale Volksarmee, et les Algériens avaient repris ça. Ils avaient d'ailleurs dans leur rang au moins 2 Allemands de rang qui étaient des Arabes en fait. Ah oui. Alors, de même d'ailleurs qu'il y avait un autre pays qui avait les faveurs de l'Union soviétique à l'époque, qui était le Mali, et à l'égard duquel M. Chirac aura les yeux de chimène aussi. Le Mali était effroyablement endetté. Le Mali s'était trouvé, depuis que le lieutenant Moussa Traoré avait pris le pouvoir par un coup d'État, dans lequel la France ne s'était pas mêlée de renverser la situation. Le lieutenant Moussa Traoré avait mis beaucoup d'argent de côté et il avait en quelque sorte ruiné son pays. Enfin, il sera dit lorsqu'il sera renversé par l'actuel président, qui s'est fait élire entre-temps et qui est un homme tout à fait sympathique. Moussa Traoré avait mis de côté, avec sa femme, réussi à mettre de côté 6 milliards de dollars sur un pays qui était couvert de dettes envers l'Union soviétique et qui ne pouvait même pas payer le service de sa dette, ce qui fait que la Russie avait tout simplement, enfin l'Union soviétique avait tout simplement pris à son compte l'exploitation de la seule ressource du pays qui était la fameuse mine d'or du Mali, qui avait fait du Mali de l'Antiquité africaine le royaume de l'or. Oui. Quand Kango Moussa était devenu musulman, il s'était rendu en pèlerinage à la Mecque et il avait couvert d'or ses hôtes. Et le Mali, depuis, était le royaume de l'or. Alors, pourtant, l'URSS ne manquait pas d'or, puisqu'elle était un des premiers producteurs d'or de l'époque. Absolument. Ce qui lui permettait de vivre avec sa production pétrolière, d'ailleurs. Voilà. Oui, mais ce qui a permis quand même à M. Chirac de faire venir les Maliens en masse. Ah ben ça c'est alors en tant que Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, il a fait venir les Algériens, parce qu'il a fait élire Valéry Giscard d'Estaing plutôt que son compagnon gaulliste Jacques Chaban-Delmas, parce que Valéry Giscard d'Estaing, homme sympathique par ailleurs, avait le défaut d'aimer les safaris. On le lui reprochera en Afrique centrale. On lui reprochera même la poussière de diamants qui allait avec et qui n'avait pas grand intérêt vraiment, qui n'a même pas mis dans son trésor. Il a laissé ça à l'Élysée. Ça, c'était Bokassa, ça. Mais oui, c'était Bokassa. Et il a beaucoup chassé aussi dans l'Empire communiste. Il a fait cela à la suggestion de son directeur de cabinet, qui était un grand copain de Jacques Chirac, qui était Jacques Friedman, inspecteur général honoraire des finances, et dont on ne parle plus beaucoup, mais qui va continuer très longtemps de visiter l'Élysée, au point que Le Monde l'appelait, sans autre précision, le discret visiteur du soir. Ah oui, sauf que vous n'avez pas dit que Jacques Friedman lui-même avait des origines communistes. Jacques Friedman était communiste de père et de mère, et à vrai dire, il n'avait quitté le parti que pour mettre la main sur le rassemblement gaulliste. Voilà. Et c'est comme ça qu'il était considéré. La haute fonction publique française était très ouverte aux gens de tous les partis. Un certain nombre de très hauts fonctionnaires ont fait une carrière complète simplement avec la carte du parti en poche. Il se trouve que lui n'a jamais voulu être ministre, ce qu'il aurait pu être. À vrai dire, il avait mieux à faire. Il avait à piloter son ami de 40 ans, Jacques Chirac, avec qui il était en classe au lycée Carnot, et puis qu'il a accompagné à Sciences Po, à l'ENA, et puis qu'il a suivi dans le cabinet ministériel, puisqu'il a été directeur du cabinet successivement de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d'Estaing.